Bonjour chers candidats. Je vous souhaite d'abord vraiment la réussite au bac de 100%. Tous ceux qui sont là, je souhaite que vous arrosiez le baccalauréat dans les plus grandes conditions possibles, favorables. Hein? Voilà, mais comme il l'a dit tantôt, beaucoup d'élèves candidats au bac négligent les matières littéraires à faible coefficient. Mais je parle sous le contrôle de M. Diagne qui vient de quitter en SVT. Généralement, les élèves de série scientifique sont meilleurs que les élèves de L dans les matières littéraires. Ah, ça, c'est un constat que nous avons fait depuis plusieurs années. Et généralement, les élèves qui excellent, que vous voyez à la télé au concours général et avoir la mention très bien, c'est des élèves qui ont de très bonnes notes en français, en histoire géo, en anglais et en philosophie. Parce que si vous avez de très mauvaises notes dans ces matières littéraires, même si vous avez d'excellentes notes dans les séries scientifiques, dans les matières scientifiques, mais ça va un tout petit peu diminuer le potentiel de points qui pourrait vous amener à la mention. Et ça, on ne vous le souhaite pas. On souhaite que vous excelliez et que vous ayez tous la mention et que vous fassiez d'excellentes études supérieures parce que le pays aura besoin de vous demain. Merci. Je crois que... Voilà, je crois que vous m'entendez bien. Hein? Voilà, en 30 minutes, on va faire un résumé de l'histoire et de la géographie de terminale. On va passer sur ce qu'on appelle le jeu question-réponse. Quelles sont les leçons que vous pensez être des leçons à problème et sur lesquelles vous souhaitez généralement une assistance. Je sais, avant même que vous ne parliez, les deux leçons à problème, c'est les relations Est-Ouest et la Palestine. Mais je vous conseillerais de lire toutes les leçons, même si aujourd'hui je vais insister particulièrement sur ces deux leçons qui sont en réalité des leçons à problème. Pas de grands problèmes, mais il y a de petits problèmes de compréhension et de situation des événements. S'il s'agit de la guerre froide, la guerre froide en tant que telle n'est pas une leçon. Les leçons s'intitulent les relations Est-Ouest. 2 points de 1945 à la chute du mur de Berlin. L'élève doit être pointilleux. Et je me dis, en histoire, je me pose des questions. Qu'est-ce que, pourquoi, comment, quand, où? Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 45 ans? Mais le monde a continué d'évoluer après la Seconde Guerre mondiale. Quels sont les types de relations que les États ont eues en 45 ans? Mais en 45 ans, ça a été des relations conflictuelles. Ça n'a pas été des relations amicales parce que sur Terre, il n'y a que deux types de relations. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est des relations conflictuelles? Mais pourquoi ces relations sont conflictuelles? Et là, je trouve une réponse. Et je me dis, on m'a dit dans les conséquences de la Seconde Guerre mondiale que l'Europe est ruinée. La Grande-Bretagne et la France, qui étaient les principales puissances coloniales d'antan, deux nouvelles puissances ont émergé. Mais ces deux nouvelles puissances ont chacune un rêve. Et ça que j'appelle la politique d'un lit pour deux rêves. Le problème des relations Est-Ouest, c'est un lit pour deux rêves. Et je vais m'expliquer. Pour rêver, il faut dormir. Pour dormir, il faut se coucher sur un lit. Imaginez qu'il n'y ait qu'un seul lit à une place pour deux rêveurs. Quelqu'un ne va pas rêver. Alors, les États-Unis et l'URSS sont les deux potentiels rêveurs. Et ils rêvent de quoi? De dormir sur le lit. Le lit symbolise quoi? Le monde. Toutes les deux nouvelles puissances avaient pour rêve dominer le monde. Mais c'est comme mademoiselle, je sais que vous avez été l'objet d'une rivalité entre deux garçons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'ils ne se sont pas battus. Ah, mais comment vous avez réglé le problème? Vous avez renvoyé l'autre. Mais le monde ne peut renvoyer personne. Le monde est un objet inanimé. Dans ce cas-là, le monde ne peut être qu'observateur des rivalités. C'est tout. Alors quand on vous dit quelle est à l'origine de ces rivalités, dites un lit pour deux rêves. Le lit, c'est le monde. Les deux rêveurs des États-Unis, ils rêvaient de quoi? Dominer le monde. Ils vous aiment. Ils vous aiment, mademoiselle. Alors, c'est ça l'origine de la rivalité. Maintenant, il faut dire comment ils ont rivalisé. Deux garçons peuvent se battre. Mais deux garçons peuvent également s'envoyer des messages. Et c'est ça, ces messages, que les États-Unis et l'URSS s'envoyaient, qu'on appelle les doctrines. C'est ça pourquoi on dit les tensions idéologiques.
L'idéologie, c'est quoi? C'est un ensemble de concepts pour justifier une action, une politique. Les Américains ont utilisé le capitalisme, les Soviétiques ont utilisé le... Alors l'idéologie se base également sur des instruments. Au plan économique, les Américains ont créé l'OECE, Organisation européenne de coopération économique. Les Soviétiques ont créé le CAEM, Conseil d'assistance économique mutuelle. Au plan politique, les Soviétiques ont créé le Cominform, qui était un bureau d'influence, d'information communiste. Mais les Américains ont créé ce qu'ils appellent le Conseil de l'Europe. Au plan militaire, les Américains et leurs alliés ont créé l'OTAN, mais les Soviétiques ont créé le pacte de Varsovie. Alors, à chaque étape politique, économique et militaire, il y a des structures qui rivalisent. On peut rivaliser par les mains, on va rivaliser par les messages, et on peut rivaliser également par les SMS ou bien les WhatsApp. Alors, vous voyez? Très bien. Donc, l'origine, c'est quoi? Un lit pour deux rêves. Aboutissant à quoi? Des oppositions idéologiques. Maintenant, une fois que toutes les structures d'opposition sont en place, qu'est-ce qui reste? L'affrontement. Mais comme ces deux puissances ont pris conscience qu'en cas d'affrontement, nous perdons tous. Mais si vous envoyez à dire, ah, comme mademoiselle, qu'est le bug? Je prends mon pistolet, je tire sur mademoiselle, il n'y a pas de perte. Alors toutes les deux puissances ont pris conscience. Si nous détruisons ce lit, mais nos rêves sont à l'eau. Donc on ne va pas détruire le lit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va finir par s'arranger et essayer de diviser le lit, comme ils ont divisé le monde en sphères d'influence. C'est ça qu'on appelle bloc de l'Est et bloc de l'Est. Voilà l'origine, c'est pas difficile. Mais, malgré tout, les rivalités demeurent. Parce que monsieur dit, moi j'ai essayé de doubler mademoiselle, mais je ne peux pas. Elle est belle, elle est gentille, etc. Alors le monde, c'est-à-dire l'origine du problème, c'est la gestion des affaires économiques du monde. Chacun voulait mettre la main sur l'économie mondiale. Alors, on va rivaliser. Comment? En nous opposant par des crises. Et c'est ça qu'on appelle guerre froide. Parce que conscient qu'en cas de guerre directe ou de guerre chaude, ça va être la fin du monde, les deux puissances vont se battre par armée interposée. Et c'est ça qu'on appelle la guerre froide. C'est un concept qui a été créé par un journaliste américain qui s'appelle Walter Lippmann, qui disait « Jamais vous ne verrez Américains et Soviétiques s'affronter, mais les Américains et les Soviétiques vont laisser des gens s'affronter à leur place. » Comme il n'y a pas de combat direct, c'est pour cela qu'on dit cette guerre à distance, on va l'appeler guerre froide. Alors, quelles sont les crises de la guerre froide? Il y en a 6. 3 en Europe, 3 en Asie. Je vais vous demander à la maison ce soir de lire les 6 crises, mais insistez particulièrement sur le blocus de Berlin en Europe et sur la guerre de Corée en Asie. Insistez particulièrement sur ces 2 crises. Et insistez sur la dernière partie qu'on appelle guerre fraîche, notamment ce qu'on appelle la crise des euromissiles. Vous l'avez vu? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, s'il vous plaît. Mais, quelles sont les circonstances dans lesquelles les deux puissances ont été appelées à s'affronter? Mais il y a eu beaucoup de petits problèmes. Vous allez en retenir quelques. Le plan Marshall. Marshall, secrétaire d'État américain, George, né en 1880 et mort en 1959, a proposé un plan d'aide aux pays victimes de la Seconde Guerre mondiale et l'a même proposé à l'URSS, 13,2 milliards. Mais l'Amérique a très tôt compris que ce plan avait une visée, bloquer l'avancée du communisme en aidant les pays d'Europe centrale, mais ces derniers vont se retourner vers les États-Unis et abandonner l'URSS. Il y a également ce qu'on appelle le discours de Fulton. Qui a prononcé ce discours à Fulton? Winston Churchill, Premier ministre britannique, qui parle de Rhino 2. Voilà, très bien. Il y a maintenant la doctrine de Truman. Rollback et containment. Containment veut dire endiguement. Rollback, c'est refouler. Refouler, on va refouler le communisme dans son lieu de naissance, l'Union soviétique. Et on va créer une digue autour d'elle pour l'empêcher de sortir. Le souci américain, c'était d'empêcher le communisme d'aller en dehors de sa sphère d'influence. C'est ça qu'on appelle doctrine de Truman. Et de l'autre côté, les soviétiques également, il y avait la doctrine de Zhdanov, qui parlait de 2 systèmes, anti-impérialistes et démocratiques, le système socialiste,
impérialiste et antidémocratique, le système capitaliste. C'est ça que je disais tantôt, les gens s'échangent des mots pour se diaboliser. Mais, alors, on vous dit quelles sont les crises. J'ai dit, les crises ont pris naissance d'abord en Grèce. La guerre civile en Grèce. Entre le roi, qui voulait pérenniser la monarchie, et le général Marcos, qui voulait installer une république. Les Américains ont investi des millions de dollars pour soutenir le roi, parce que le roi était un capitaliste. Mais finalement, avec les moyens mis en place par les États-Unis, soutenus par la Grande-Bretagne, et le manque de soutien effectif de l'Union soviétique, les capitalistes vont gagner. C'est pour cela qu'on dit États-Unis 1, Union soviétique 0. Après, il y a eu le coup de Prague. Le coup de Prague est différent du printemps de Prague. Parce que le coup de Prague, c'était en 1948. Le printemps de Prague, ça va être en 1968. Il y avait un gouvernement d'union nationale dans lequel il y avait des capitalistes et des communistes. Le président Beneš était capitaliste, mais il a commis l'erreur de choisir un premier ministre communiste, Gottwald Clement. Staline avait dit à ses partisans, dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, faites tout pour occuper les ministères clés. Quels sont les ministères clés? Les affaires étrangères, les finances, l'intérieur, la défense et surtout l'information pour la propagande du système du régime. Et si vous occupez ces ministères clés, il vous sera très facile de chasser les autres. En Tchécoslovaquie, un beau jour, les communistes ont chassé les capitalistes. C'est pour cela qu'on dit coup de Prague. Et là, je crois qu'on égalise 1-1. Mais après ça, la crise la plus profonde en Europe, c'est le blocus de Berlin. Vous savez tous que quand l'Allemagne a été battue, elle a été divisée en 4 zones d'influence, américaine, soviétique, française et britannique. Dans l'impossibilité de mettre en place un gouvernement d'union nationale en Allemagne, à cause de ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, mais les Occidentaux ont décidé de regrouper leurs 3 zones économiques, ce qu'on appelle la bizone. Mais malheureusement, la capitale Berlin, qui a elle aussi été divisée, se trouvait entièrement en zone soviétique. Non content de ce que les Occidentaux ont fait, Staline va faire un blocus autour de Berlin, en bloquant toutes les voies ferroviaires et terrestres en direction de Berlin pour empêcher les Ouest berlinois d'être ravitaillés en nourriture, en gaz et en médicaments. Mais c'est-à-dire que le communiqué avait dit « Je bloque les routes ferroviaires et terrestres ». Les Américains ont utilisé une faille parce qu'ils n'avaient pas parlé de la voie aérienne. Ils vont utiliser un pont aérien. Ils n'ont pas construit un pont. On ne peut pas construire un pont aérien. On organise un pont aérien. C'est des avions qui volent, qui atterrissent et qui ravitaillent. Et du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, le blocus a tant duré mais n'a pas donné les résultats. Alors Staline était obligé de le lever. Mais en levant le blocus, la confiance n'existant plus, mais les Occidentaux ont décidé de créer une Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, capitaliste, en septembre 1949. L'Union soviétique crée aussi la République démocratique allemande. Finalement, on a combien d'Allemagne? On a 2. Quelle a été l'origine de la division? C'est la rivalité. Maintenant, après l'Allemagne en 1948, la guerre froide quitte l'Europe et se dirige en Asie, où il y a également 3 crises. Ceux qui ont bien suivi leur cours de première, on leur a dit que de 1927 à 1937, il y avait une première guerre civile chinoise entre le Kuomintang de Chiang Kai-shek et le Parti communiste de Mao. En 1937, ils ont arrêté la guerre pour s'opposer à l'occupation japonaise. Mais quand le Japon a été battu en 1945, il y a eu des problèmes pour mettre en place un régime. Une deuxième guerre civile est née. Dans cette deuxième guerre civile, les Américains ont soutenu Chiang Kai-shek, les communistes soviétiques ont soutenu Mao. Mais Mao va gagner en 1949. Et la Chine devient un État communiste. Les Américains vont encadrer Chiang Kai-shek avec des bateaux de guerre, l'amener sur une île avec toutes les réserves d'argent, d'or de la banque chinoise pour s'installer sur l'île Formose qu'on appelle aujourd'hui île Taïwan et installer une Chine capitaliste. C'est pour cela qu'on a encore 2 Chines, la Chine capitaliste et la Chine communiste. Après la Chine, il y a eu, dès 1946, l'Indochine, qui était une possession française. Et les Indochinois, vous savez, ont pu bénéficier de l'aide japonaise durant la guerre qui avait chassé l'administration française.
et les Indochinois ont pris leur indépendance. Après la guerre, la France tente de faire ce qu'on appelle un comeback en anglais, un retour, et s'oppose aux nationalistes indochinois. Mais dans cette guerre, les Américains vont soutenir la France. Et pourtant, on dit très souvent que les Américains ont toujours été anticolonialistes. Mais dans cette guerre, ils ont soutenu la France au nom de la doctrine de Truman pour éviter que le Viet Minh de tendance capitaliste gagne et que le Vietnam se balance dans le côté communiste. Mais quand on vous dira quel est le point chaud de la guerre froide, n'hésitez pas, c'est la guerre de Corée. Parce que guerre de Corée, c'est le point chaud de la guerre froide, parce que c'était la première fois qu'il y a eu utilisation d'armes lourdes et la première fois qu'on était à deux doigts d'un affrontement direct entre soviétiques et américains. En réalité, le 25 juin 1950, c'est Staline qui a poussé les Nord-Coréens à attaquer la partie sud. Parce que n'oubliez pas qu'en 1945, on avait divisé la Corée en deux zones d'influence, le nord communiste, le sud capitaliste. Alors, Staline a poussé les Nord-Coréens à attaquer le sud pour réunifier la péninsule. Mais, dans un commentaire, les États-Unis vont faire voter une résolution au Conseil de sécurité. Je me pose la question en tant qu'élève. Pourquoi, quand les États-Unis faisaient voter une résolution au Conseil de sécurité, pourquoi l'Union soviétique n'avait pas opposé son droit de veto? Et je me dis, oui, dans le cours, on m'a dit que l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité dès 1946, quand les Américains avaient refusé d'accorder à la Chine le poste de membre permanent du Conseil de sécurité. Donc les États-Unis ont profité de l'absence de l'Union soviétique pour se substituer à l'ONU. L'ONU envoie un contingent essentiellement composé de soldats américains. Ça veut dire que c'est une intervention indirecte des États. Les Américains, avec Mark Hatcher, vont pousser et libérer le territoire. Au lieu de se limiter à la ligne de démarcation, ils vont aussi décider de prendre toute la Corée, mais Staline ne pouvant pas intervenir directement afin d'éviter un conflit nucléaire avec les États-Unis, demande à la Chine d'intervenir. La Chine envoie 1 million de soldats, vous savez qu'ils sont très nombreux. Alors, ce million de soldats va pousser les soldats américains et la Corée du Sud jusqu'à la ligne de démarcation qu'on appelle le 38e parallèle. Heureusement, il y a eu des facteurs qui ont facilité la paix. C'est la mort de Staline le 5 mars 1953. Et on a signé les accords de Panmunjom. C'est ça? Alors, la guerre de Corée, c'est la dernière guerre avec la guerre d'Indochine et du Vietnam. On quitte cette guerre qui prend fin en 1953 et on pose une question. Donnez-moi 4 facteurs qui ont accéléré le rapprochement américano-soviétique. Je dis, ces 4 facteurs sont les suivants. L'équilibre de parce que les États-Unis ont la bombe H depuis 1945, la bombe atomique. En 1949, l'URSS a sa bombe. Si vous me bombardez, je vous bombarde. Et si on se bombarde, on fait ce que les Anglais appellent un MAD. M-A-D. M-A-D, c'est Mutual Autodestruction. On s'autodétruit. Et si on s'autodétruit, mais notre rêve de dominer le monde disparaît. On n'a pas intérêt à nous autodétruire. C'est ça qu'on appelle équilibre de la terreur. Alors, il y a aussi l'arrivée de nouveaux dirigeants. Staline meurt, c'est-à-dire il est remplacé par Khrouchtchev. Monsieur, faites un sourire s'il vous plaît. Voilà, très bien. Khrouchtchev déclenche ce qu'on appelle l'offensive du sourire. Attention. S'il vous plaît. Après son bac, mademoiselle nous invite. On se présente, elle ouvre la porte et elle sourit. Ça veut dire la bienvenue. Mais si elle ouvre la porte, on n'entre pas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'offensive du sourire? C'est le désir de Khrouchtchev de faire la paix. En quoi faisant? Il réintègre l'ONU, reconnaît la RFA capitaliste et effectue même une visite officielle aux États-Unis. Ça va? Du côté américain, non, je vais lui demander de sourire à ta place, d'accord? Du côté américain, il y a eu l'arrivée de Eisenhower à la place de Truman, qui revoit les thèses anticommunistes de Truman et qui manifeste un désir de rapprochement. Donc, premier facteur, l'équilibre. Deuxième facteur, l'arrivée de dirigeants moins belliqueux que les précédents. Troisième facteur, les deux blocs se fissurent. Dans le bloc de l'Est, Mao critique Khrouchtchev parce qu'il a procédé à une politique d'élimination de ce que Staline avait fait.
Dans le bloc de l'Ouest, la France quitte l'OTAN avec le général de Gaulle. C'est le troisième facteur. Enfin, quatrième facteur, pour éviter le jeu de ping-pong, des pays d'Asie et d'Afrique se rencontrent à Bandung. C'est ça qu'on appelle la conférence de Bandung en avril 1955, où ils créent le mouvement afro-asiatique et disent que désormais, nous allons afficher notre neutralité vis-à-vis des deux blocs. Nous ne sommes ni derrière l'Union soviétique, ni derrière les États-Unis. Nous allons faire ce qu'on appelle la neutralité et la naissance d'une troisième force géopolitique qu'on appelle le tiers-monde. Alors, quels sont les quatre facteurs? Équilibre de la terreur, fissuration des blocs, arrivée de nouveaux dirigeants et naissance du tiers. La première conférence a eu lieu à Bandung, mais la deuxième conférence a eu lieu à Belgrade en 1961. Cette conférence de Belgrade en 1961, deux fils d'Afrique ont fait des discours mémorables. L'un s'appelle M. Gamal Abdel Nasser, l'autre s'appelle M. Modibo Keïta. Et tous deux dans leur discours parlent de décolonisation, de désarmement, de relations Est-Ouest, mais également de neutralité et d'indépendance de l'Afrique. Bien, alors, on se rapproche. On fait la paix, mais la rivalité demeure. Tant que mademoiselle n'est pas encore mariée, les clins d'œil se poursuivent. Alors, on s'entend, mais les rivalités demeurent. Mais il y avait une tentative de rapprochement. Et cette tentative de rapprochement, c'est ça qu'on appelle la coexistence pacifique, à partir de 1953. Donc, 45-47 formation des blocs, 47-53 guerre froide, 53-75 coexistence pacifique. 75, on verra pourquoi. On peut aller jusqu'en 90, mais moi je vais diviser ça en deux parties. 53-75 et 75-90, et vous direz pourquoi. Bien, alors durant cette période, il y a la paix, il y a la coopération, on s'entend, on négocie, on signe des accords d'échange commerciaux, etc., etc. Mais un événement a failli mettre fin à la coexistence pacifique. Vous allez au bac, j'interroge monsieur, on vous dit dans l'analyse quel est l'événement qui a failli mettre fin à la coexistence pacifique. Je n'hésite pas, je réponds les yeux fermés, c'est la crise des fusées de Cuba. La crise des fusées de Cuba en 1962, où Cuba, devenu communiste, fait appel aux soviétiques qui installent, avec la tentative de débarquement de la baie des Cochons, vous l'avez vu. Alors, les soviétiques installent sur l'île de Cuba des missiles branchés sur les États-Unis. Ces missiles ont été détectés par un avion espion et Kennedy fait un embargo. La CIA dit à Kennedy, on peut envahir Cuba, il n'y a que 3 000 soviétiques alors qu'il y en avait 50 000. Ça allait être un carnage et pour une première fois aussi, il fallait on a failli être dans une guerre nucléaire. Mais heureusement, il y a eu la victoire de la raison sur la passion. Raison sur la passion. Ne le tue pas. On doit appeler ça crime passionnel. Il faut raisonner. Je dis, écoute, comme la fille préfère, moi je clignote à gauche, je regarde à gauche. C'est ça qu'on appelle la victoire de la raison sur la passion. Un succès pour la paix mondiale. Et même le pape Jean XXIII avait envoyé 2 correspondances à Kennedy et à Khrouchtchev pour leur dire vous n'êtes que 2 citoyens du monde parmi des milliards, vous n'avez pas le droit de prendre tout le monde en otage à cause de vos passions idéologiques. Faites la paix. Le pape Jean XXIII. Bien. Alors après ce conflit, les deux se sont entendus et ont installé une ligne de téléphone direct qu'on appelle le téléphone rouge, le 30 août 1963, pour échanger. Vous savez pourquoi pour échanger directement? Parce que généralement, les chefs d'État sont victimes des interprétations faites par leurs conseillers. On prend le cas des États-Unis. Ce n'est pas l'État américain qui fabrique des armes, mais c'est des industries privées. Et généralement, les propriétaires de ces industries privées qui fabriquent des armes sont tous conseillers du président américain, on les appelle les conseillers en défense. Ces derniers ont toujours intérêt à ce que l'Amérique soit en guerre. Vous savez pourquoi? Parce que si l'Amérique n'est pas en guerre, l'État n'achète pas leurs armes, et si l'État n'achète pas leurs armes, leurs entreprises vont tomber en faillite. Donc ils vont toujours pousser le président à faire une guerre. Toutes les guerres qui se déclenchent dans le monde, c'est la main des États-Unis et de la France, c'est pour écouler leurs armements. Alors maintenant, pour éviter toute erreur d'interprétation, les deux présidents ont décidé d'installer une ligne de téléphone directe. Et comme ça, s'il y a crise, ils se parlent directement. Donc il n'y aura pas d'erreur d'interprétation sur le choix qu'ils vont faire par rapport à l'avenir du monde.
Maintenant, malheureusement, jusqu'en 1975, il y aura cette paix relative avant qu'on entre dans ce qu'on appelle la guerre fraîche ou retour vers la guerre froide. Au bas, on vous dit, qu'est-ce qui est à l'origine de ce retour vers la guerre froide? Je dis, la guerre du Kippour, ça vous rappelle quelque chose? Ah, c'est la 4e guerre israélo-arabe, où les Arabes ont vaincu Israël, mais ce dernier n'a dit son salut qu'à l'intervention américaine, le pont aérien américain. Les Arabes ont réagi pour punir les États-Unis en utilisant l'arme pétrolière. Ils ont multiplié le prix du baril de pétrole par 4. Et ça déclenche le premier choc pétrolier. L'économie américaine en a souffert. Imaginez l'économie américaine sans pétrole. L'Amérique s'est affaiblie. L'Union soviétique en profite pour moderniser son armement. Et installer des missiles SS-20 en Europe. L'Amérique était dépassée parce que les crises économiques à l'intérieur de son territoire ne lui permettaient pas de faire la même course aux armements. Mais quand il y a eu des lendemains meilleurs, l'Amérique aussi s'est réarmée avec le projet du président Reagan, qu'on appelle IDS, Initiative de défense stratégique. Les Soviétiques ont placé des missiles SS-20, l'Amérique va installer des missiles Pershing. Et les deux missiles se font face à face. Et c'est ça qu'on appelle la crise des euromissiles. Et cette crise des euromissiles est le sommet de ce qu'on appelle un retour vers la guerre froide ou petite guerre fraîche. Bon, après 1975, il y a eu une évolution jusqu'en 1985, après la mort de 3 présidents soviétiques successivement, parce que M. Brezhnev est mort en 1982, Andropov qui l'a remplacé meurt en 1984, Tchernenko qui a remplacé Andropov meurt en 1985, alors un jeune Gorbatchev arrive au pouvoir et décide de réformer et de moderniser le régime soviétique par 2 réformes qu'on appelle Perestroïka et Glasnost. Alors, ces réformes vont affecter l'économie soviétique et le communisme va progressivement disparaître. Et le capitalisme va devenir la seule idéologie. Le monde passe de bipolaire à unipolaire avec le triomphe du capitalisme américain. Et le 8 novembre 1989, le mur de Berlin est détruit. Un mur qui symbolisait la division du monde en 2, Est et Ouest, est détruit. Donc symboliquement, la guerre froide est finie. Mais la guerre froide est surtout terminée lorsqu'en avril 1990, les 2 Allemagnes se réunifient. Mais quand on vous dit qui a été le premier à l'origine d'une éventuelle coopération entre l'Est et l'Ouest, dites, c'est un chancelier allemand qui s'appelle Bismarck. Vous êtes au 19e siècle. L'homme qui a été chancelier de 1969 à 1974, Willy Brandt, j'avais entendu parler. Il a mis en place une politique qu'on appelle Ostpolitik, c'est-à-dire l'ouverture vers l'Est. C'est le premier à avoir dit, mais pourquoi nous, Allemands, nous acceptons que des gens viennent de l'étranger pour nous diviser alors que nous sommes des frères? Coopérons entre nous. Ostpolitik, politique d'ouverture vers l'Est. Willy Brandt. Bon, son nom est plus compliqué que ça, mais vous mettez Willy Brandt. Hein? Voilà. Alors, la guerre froide est finie, la guerre fraîche est finie, le bloc de l'Est disparaît, même l'URSS implose et les États prennent leur indépendance. Vous avez suivi, l'implosion se poursuit jusqu'au niveau de la Yougoslavie. Je ne sais pas si vous avez suivi la Coupe du Monde, il y a un pays qu'on appelle la Croatie. La Croatie est un pays qui est né en 1991, et parce qu'avant 1991, ça faisait partie d'une fédération qu'on appelle la Yougoslavie, qui n'a pas survécu à l'effondrement du bloc de l'Est. Même la Russie qui a organisé appartenait à la grande URSS, avec l'Ukraine, la Moldavie, etc. Voilà, la guerre froide est finie comme ça, sur le fil de rasoir. On passe d'un monde bipolaire vers un monde unipolaire avec le triomphe du capitalisme. C'est pour cela qu'on dit, on parle actuellement en économie de mondialisation, parce que dans le monde, on n'a qu'un système économique de capital. Voilà. Des questions avant qu'on passe à la Palestine? Bien. D'ailleurs, la Palestine n'est pas une leçon. La leçon s'intitule La décolonisation au Proche-Orient, 2 points, la question palestinienne et les relations israélo-arabes.
Et les gens vous disent Palestine, Palestine. Alors, le Proche-Orient, c'est quoi? Oh, ça correspond avec ce qu'on appelle l'Asie occidentale. C'est un ensemble de 15 pays. Ces 15 pays sont très homogènes. Parce que tous les pays, sauf deux, parlent arabe. Il n'y a qu'en Israël on parle hébreu et en Iran on parle persan. Tous les pays sauf Israël sont majoritairement musulmans. Sauf Israël. Donc il y a une homogénéité. Bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette région? Mais depuis 1948 jusqu'à 2018, ça fait 70 ans, mais il y a des problèmes. Les gens se battent. Et en tant qu'élève, je me pose des questions. Mais pourquoi ces gens se battent depuis 70 ans? Et c'est comme un lit pour deux rêves. Le problème, c'est une terre convoitée par deux peuples. Et chaque peuple réclame des droits historiques. Les Palestiniens et les Israéliens. Ça, c'est le problème fondamental. Quand on vous dira qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit, vous dites l'origine fondamentale, c'est une terre convoitée par deux peuples qui réclament chacun des droits historiques. Maintenant, le problème, ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. En tout cas, historiquement, les Juifs ont été les premiers habitants de la région. Ils ont été chassés cependant vers l'an 40 après Jésus-Christ par les Romains. Ceux qui sont chrétiens parmi vous peuvent témoigner. Il y a un passage de la Bible où Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Qui est César? C'était l'empereur romain. Quand Rome a occupé la région, Rome demandait aux Hébreux de payer des impôts. Les impôts les ont étranglés. Ils sont rendus auprès de Jésus pour faire des réclamations. Il leur a dit, donnez à César ce qui est à César, donnez-lui son impôt et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? La foi. Et si vous donnez à Dieu la foi, donc la présence des Juifs dans cette région a trop duré, ça fait plus de 2000 ans. Mais, quand les Romains les ont persécutés, ils se sont enfuis, se sont éparpillés dans le monde pour former ce qu'on appelle en français une diaspora, c'est-à-dire un peuple divisé et séparé. Imaginez, monsieur, nous sommes en 2018, vous vous exilez. En l'an 4018, vous ne revenez pas. Votre arrière-petit-enfant vient trouver dans la maison que vous occupez actuellement des gens vous dire, écoutez, il y a 2000 ans, c'était la maison de mon grand-père, disparaissait. En réalité, c'est ça. Les Juifs sont revenus 2000 ans après. Parce que quand ils sont partis en l'an 40, c'est en 1897 qu'on a entendu les Juifs parler d'un éventuel retour vers la Palestine et ce qu'on appelle le mouvement sioniste. Ça va? Ne confondez pas sionisme et judaïsme. Le judaïsme est une religion, le sionisme est une politique appliquée par les Hébreux pour retourner vers la terre promise. Parce que eux, ils se disent que ce sont ce qu'on appelle le peuple élu. Et que Dieu leur a promis une terre. Et cette terre, pour eux, c'est la Palestine. Mais vous revenez 2000 ans après, vous bousculez les gens qui vivaient là depuis 2000 ans pour installer ça. Créez des problèmes. Ah! Mais tant que la Palestine était entre les mains de l'Empire turc, il n'y avait pas de problème. Mais quand l'Empire turc a été vaincu durant la Première Guerre mondiale, la SDN lui a retiré ses colonies et les a confiées au mandat britannique et français. Et c'est quand les Britanniques sont venus que le ministre britannique des Affaires étrangères, qui s'appelle comment? Lord Arthur James Balfour. Lord Balfour a fait une déclaration en disant que l'Angleterre était favorable pour un retour des Juifs vers la Palestine. Et l'Angleterre commence à organiser, s'il vous plaît, des aliyas. C'est le retour des mouvements de retour. Et dès que les Juifs s'installent, les heurts entre les Arabes commencent. L'Angleterre gèle le mouvement de retour et promet de créer deux États en 1937. Mais malheureusement, en 1937, on était en pleine période de crise politique liée à la crise économique des années 30 et l'évolution vers la Seconde Guerre mondiale. L'Angleterre a différé la création des deux États, mais après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Juifs eux-mêmes, parce que la SDN disparaît, l'ONU apparaît. Et n'oubliez
N'oubliez pas qu'avant la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre pouvait se payer ce loisir parce que c'était la première puissance économique du monde. Mais après 1945, une nouvelle puissance est née, laquelle? Les États-Unis. Et les Américains vont manipuler l'ONU pour accélérer la création de cet État. En quoi faisant? En armant d'abord les milices juives qui attaquent la Grande-Bretagne pour précipiter leur départ. L'Angleterre dit, comme c'est la SDN qui m'avait confié ce dossier, la SDN n'est plus, elle a été remplacée par l'ONU, je rends le dossier à l'ONU. C'est pour cela que moi j'ai dit, le problème palestinien n'est rien d'autre qu'une conséquence d'une décolonisation manquée ou inachevée. Quand on vous dit, dans quel contexte placez-vous ce problème? J'ai dit, les faits qui sont relatés dans ce document s'inscrivent dans un contexte de décolonisation inachevé. Pourquoi inachevé? On a créé un État juif, mais on n'a pas encore créé un État arabe. Et pourtant, le 29 novembre 1947, ça va? Il y a eu un plan de partage de l'ONU. C'est la résolution 181. Retenez bien ça. C'est important pour la suite de ce que nous allons voir. Résolution 181 qui dit « Nous partageons la Palestine en deux États. Un État juif, 55% du territoire. Un État arabe, 46% du territoire. Les 5% sont réservés à la ville de Jérusalem, qui n'appartient ni aux Juifs, ni aux Arabes. Mais c'est là une ville internationale sous le contrôle de l'ONU. Si aujourd'hui, M. Donald Trump transfère la capitale, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, c'est qu'il reconnaît implicitement que Jérusalem appartient aux Juifs. Alors que la résolution 181 disait que Jérusalem n'appartient à personne. Donc, le choix ou la décision de Trump est une violation flagrante de la résolution 181. Mais on ne peut pas sanctionner les États-Unis parce que c'est un pays qui détient le droit de veto. Alors, quand on a créé, quand on a divisé, l'Angleterre annonce son départ pour le 15 mai 48. Le 14 mai, David Ben Gurion, 14 mai 48, Ben Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël. Alors, si on dit on va diviser en deux États, on crée un État juif. Mais pourquoi retarde-t-on la création de l'État arabe? C'est parce que les Arabes ont rejeté le plan de vote en disant que nous sommes 1 250 000, vous nous donnez 40% du territoire. Les Juifs ne font que 500 000, vous leur donnez 55% du territoire. Les Occidentaux ont répondu en disant il y a des perspectives d'immigration, c'est-à-dire d'arrivée de nouveaux Juifs. Alors les Arabes ont considéré la création, vous dites par exemple, vous rencontrez un mot dans un texte, Nakba. Ça ne signifie pas la vache, mais ça signifie catastrophe en arabe. Les Arabes ont considéré la création d'État juif dans un milieu arabe, un État non arabe, ils ont dit que c'est une catastrophe. Et ils attaquent Israël. Mais Israël, aidé par les Occidentaux, va gagner cette première guerre de 1948. On verra. Mais quand on me dit, en dehors d'une terre convoitée par deux peuples, quels sont les autres facteurs de conflit? Je dis, n'oubliez pas que c'est la région la plus riche en pétrole dans ce monde. Et le pétrole est un véritable enjeu, convoité par les différentes nations occidentales. Là où il y a pétrole, il y a or, il y a forcément problème. Troisième chose, c'est la région où sont nées les trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. D'ailleurs, Jérusalem renferme les symboles des trois religions. Pour les Juifs, il y a le mur de lamentation et le caveau des patriarches. Pour les chrétiens, il y a la basilique de la Nativité. Il y a la cathédrale Saint-Sépulcre. Ça va? Pour les musulmans, il y a ce qu'on appelle la mosquée Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint de l'islam. D'ailleurs, ceux qui sont musulmans, avant de vous orienter vers la Mecque, vous vous orientez vers Jérusalem, ce qu'on appelle Beit al-Muqaddis, c'est ça? Voilà, très bien. Alors c'est pour cela qu'on voulait faire de Jérusalem une ville internationale. Enfin, il y a le problème d'accès à l'eau. C'est un milieu désertique. Il n'y a qu'un seul fleuve qu'on appelle le fleuve Jourdain. Israël voulait mettre la main sur le contrôle des ressources hydriques. Donc,
Il y a autant de problèmes que vous pouvez utiliser en cas de question. Terre convoitée par des peuples, enjeux économiques à cause du pétrole, enjeux identitaires liés d'apparition des trois religions monothéistes, et enfin, enjeux même stratégiques de par la position de la région dans le commerce international. Et accès à l'eau. Voilà les problèmes. Mais, on me dit maintenant, quel type de relations ont eu ces deux communautés? Et je me dis en tant qu'élève, mais dans le monde, il n'y a que deux types de relations. Les relations sont soit amicales ou conflictuelles. Alors, quelles relations entretiennent Arabes et Juifs? Conflictuelles. Et quels sont les conflits? Je connais la cause du conflit, une terre convoitée par des peuples. Et quels sont les conflits? J'ai dit 1948. C'est ça? 1956. 1967. 1973. 1982. 1948, on l'appelle guerre d'indépendance. Israël proclame son État, les Arabes l'attaquent, Israël, soutenu par les Occidentaux, gagne la guerre et élargit son territoire de 55 à 78%. Ça veut dire qu'Israël a annexé des terres. Et en annexant des terres, il y a beaucoup d'Arabes qu'Israël a expulsés et qui sont réfugiés dans les territoires voisins. Retenez réfugiés, parce que réfugié va revenir sur les difficultés de règlement de ce conflit. Alors, il y a eu les accords de Rhodes en Grèce. Les Arabes refusent de reconnaître l'État d'Israël. Et il y a eu la guerre de 56. En réalité, cette guerre de 56, Israël n'était pas mêlé à cette guerre au départ, mais parce que c'est le président Nasser qui a nationalisé le canal de Suez. Et la compagnie qui gérait le canal appartenait aux Anglais et aux Français. Ces derniers, non contents de cette nationalisation, vont demander à Israël d'attaquer l'Égypte pour qu'ils interviennent, encercler la zone du canal, chasser Nasser du pouvoir et mettre quelqu'un qui leur était favorable. Mais cette fois-ci, Khrouchtchev menace d'utiliser la bombe atomique contre les troupes anglo-américaines et israéliennes. Les États-Unis, conscients que s'ils laissaient seuls Khrouchtchev régler le problème, tous les Arabes vont se ranger derrière l'URSS en pleine période de relation Est-Ouest, l'Amérique réagit en utilisant ce qu'on appelle l'arme financière. C'est ça? Alors, conscients qu'ils ne sont plus de très grande puissance, Britanniques et Français se retirent. Britanniques et Français se retirent. Et on dit que la défaite militaire de Nasser s'est transformée en victoire diplomatique. Nasser devient un symbole de l'indépendance de l'Afrique, parce que l'Égypte se trouve en Afrique, mais également du monde arabe, parce que l'Égypte est également un État arabe. Ensuite, guerre de 1967. On l'appelle la guerre des 6 jours. Vous savez, parce que cette guerre a duré du 5 au 10 juin 1967. Beaucoup d'élèves vont dire que ça ne fait pas 6 jours, si le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10, ça fait bien 6 jours. C'est Israël qui a attaqué. Pourquoi? Parce que les Arabes ont bloqué le golfe d'Aqaba, empêchant aux navires israéliens de passer. Ça va? Et menacé de détruire Israël. Bien sûr, vous savez tous, ce n'est pas un secret. Quand l'armée israélienne attaque, c'est l'armée américaine qui attaque. Israël attaque par surprise sans déclaration de guerre. Et imaginez quel jour? Le jour de l'Eid el-Kébir que vous appelez Tabaski. Avec l'effet de surprise, Israël gagne la guerre et occupe de nouvelles terres. Le Sinaï égyptien, le Golan syrien, la bande de Gaza, Cisjordanie, mais également Jérusalem-Est. Surtout le problème de Jérusalem. L'ONU réagit. Deuxième résolution, la résolution 242. Que demande cette résolution? Demande à Israël d'évacuer les territoires occupés et aux Arabes de reconnaître à Israël le droit à l'existence. Israël refuse. Donc ça fait combien de résolutions qu'Israël rejette? Plusieurs, mais on va retenir 3. Et au bac, si ces 3 vous sont nécessaires, utilisez-les. C'est-à-dire, s'il y a une question en commentaire qui a trait, par exemple, on vous dit, bon, il n'y a pas de mystère. Analysez la décision du président Trump de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Moi, si j'étais élève, en toute lucidité, voilà ce que je vais dire. La décision du président Trump
de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem est une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité 181, 242 et 338. Et je mets 2 points. La 181 divisait la Palestine en 2 États et Jérusalem était une ville internationale sous le contrôle de l'ONU. La 242 avait demandé à Israël d'évacuer les territoires occupés après la guerre des 6 jours. La 338 confirme en 1973 la résolution 242. Donc, si Trump transfère l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, c'est comme s'il reconnaissait que Jérusalem appartient à Israël. Et ce qui est contraire à l'esprit du Conseil de sécurité avec les résolutions 181, 242 et 338. C'est bon? Bien. En 1973, qu'on appelle la guerre du Kippour, le mot Kippour crée souvent des problèmes à certains élèves. Pourtant, ce n'est pas un mystère, c'est un nom du calendrier juif. Ça vient de Al-Yom Kippour. Vous savez, le hébreu, c'est comme l'arabe. Al-Yom en arabe, ça signifie le jour. Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est un jour où les juifs ne travaillent pas. Ils vont dans les synagogues, c'est le lieu de prière comme vos mosquées et les églises, pour prier, aller au niveau du mur de lamentation. Les Arabes profitent de ce jour pour attaquer. Comme ça a été le cas en 1967. Le 6 octobre 1973. Et l'effet de surprise a aidé l'Égypte et la Syrie et la Jordanie. Ils ont gagné la guerre, mais n'avaient pas réfléchi sur l'éventualité d'une intervention américaine. L'Amérique utilise un pont aérien. L'Amérique fournit 22 000 tonnes d'armes à Israël, plus des conseillers militaires, plus même 6 navires de guerre prêts à intervenir pour Israël au cas où les Arabes gagneraient la guerre. Israël renverse la tendance. Mais en réalité, beaucoup de spécialistes vous disent très souvent que dans cette guerre, Israël a gagné. Mais dans cette dernière guerre, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Je ne sais pas comment vous appelez ça, match nul. Très bien. Mais les Arabes, conscients qu'ils n'ont pas gagné la guerre seulement à cause de l'intervention américaine, ont décidé de punir les États-Unis. Ils ont dit que l'économie américaine est énergivore, a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de pétrole. Nous allons fermer le robinet pour punir les États-Unis. On ne peut pas les punir militairement, ils sont trop puissants, mais on va les punir économiquement. En quoi faisant? En multipliant le prix du baril de pétrole par 4. Le baril coûtait 4 $, ils l'ont multiplié par 4, ça fait 16 $. Alors, ça a entraîné ce qu'on appelle les Arabes pour utiliser l'arme pétrolière. Cela a entraîné le premier choc pétrolier. L'économie américaine en a souffert. En a tellement souffert que même un président américain a été victime de cette crise parce qu'il a été obligé de démissionner avec le scandale du Watergate. C'est le président Richard Nixon. Ça va? Donc les Arabes ont atteint leur objectif, diminuer l'économie américaine. Cette guerre aussi, l'Union soviétique s'était engagée du côté des Arabes. Toutes les armes utilisées par l'Égypte ont été fournies par l'Union soviétique. Mais quand l'Amérique est intervenue ouvertement, pour éviter un conflit direct, l'Union soviétique s'est retirée. Ça va? C'est ça qu'on appelle la guerre du Kippour. Après la guerre du Kippour, certains dirigeants arabes ont dit, militairement, on ne peut pas vaincre à cause du soutien américain. Que faire? Négocier. C'est ainsi que le premier à avoir cet esprit de négociation, c'est le président égyptien Anwar el-Sadat, en se rendant à une visite officielle à Jérusalem du 19 au 21 novembre 1977. Il a fait un discours devant les députés israéliens. Mais les extrémistes arabes lui en ont voulu. On a considéré cela comme une trahison. L'Égypte a été chassée de la Ligue arabe. Et malheureusement pour lui, il a été assassiné par les extrémistes musulmans qui ont considéré son voyage à Jérusalem et également sa présence aux accords de Camp David comme une trahison de la nation arabe et musulmane. Mais les négociations se poursuivent quand même. Mais cet élan a été freiné par la guerre de 1982, qu'on appelle la guerre du Liban, ou opération paix en Galilée. La Galilée, c'est la région nord d'Israël que les Arabes attaquaient à partir du Liban.
Israël se lève un beau matin, attaque cette région. C'était pour chasser les combattants palestiniens du Liban. Mais seulement, Israël allait trop loin. Ils ont réarmé une milice libanaise qui leur était favorable et ils ont massacré des jeunes Palestiniens dans les camps de Sabra et de Shatila. Les hommes étaient partis en guerre, mais ils ont égorgé les femmes et les enfants, même les bébés. C'est ça qu'on appelle les massacres de Sabra et de Shatila. D'ailleurs, même en Israël, il y a eu des états d'âme. Vous savez, en Israël, il y a deux types de partis. L'extrême droite, très raciste, et la gauche, beaucoup plus réfléchie. Même la gauche n'a pas cautionné cet acte. Guerre du Liban 82. Et Yasser Arafat a été obligé de quitter le Liban pour se réfugier en Tunisie. Et d'ailleurs, ordre avait été donné de le poursuivre et de le tuer. Mais heureusement, en 1982, la France avait un grand président qui s'appelait François Mitterrand. Il a envoyé 6 navires de guerre français pour leur dire encercler le navire où se trouvait Yasser Arafat, raccompagner-le jusqu'en Tunis et tirer sur tout navire qui se rapproche, y compris le navire israélien. Sans quoi, Israël aurait intercepté Yasser Arafat et le liquidé. Après la guerre de 82, on avance vers les processus de paix. Donc les relations israélo-arabes, il y a les relations de guerre, mais également les tentatives de paix. Alors quand on vous dit quelles sont les tentatives de paix, parlez du voyage de Sadat, parlez des accords de Camp David en 1978 entre le premier ministre israélien Menachem Begin et le président Sadat. Les deux ont eu le prix Nobel de la paix. On va parler des accords de Madrid en 1991, mais surtout insister sur les accords de Oslo 1, septembre 1993 et de Oslo 2. Il y a d'autres accords, Tabar, Sharm el-Sheikh, etc. Il y en a beaucoup. Mais retenez, Camp David, Madrid, Oslo 1, Oslo 2. Pourquoi Oslo 1 et Oslo 2? Parce que ce sont les accords qui ont permis d'avancer en promettant aux Arabes la naissance un jour d'un État, avec Gaza et Jéricho d'abord. Mais toujours est-il que les perspectives de paix évoluent en dents de scie. Tantôt on avance, tantôt on retourne à la case de départ. Et jusqu'à présent, la paix est presque impossible. Alors je pars au bac, on me donne un texte comme la Palestine vous hante et en vous disant pourquoi la paix est impossible. Qui peut répondre? Sinon moi je réponds. La paix est impossible à cause de plusieurs facteurs que je vais citer. 1. Le problème de retour des réfugiés arabes. Les réfugiés de 48, certains sont morts, mais leurs descendants ne rêvent que d'une chose, retourner à la terre de leurs ancêtres. Et Israël s'oppose à leur retour. Problème de retour des réfugiés. Deuxième problème, le statut complexe de Jérusalem. Il faut qu'Israël accepte que Jérusalem n'est pas sa capitale, mais Jérusalem est une ville internationale. Troisième chose, la passivité de l'ONU. L'ONU est trop passive. Elle n'arrive pas à faire respecter à Israël ses résolutions. Quatrième chose, le soutien américain à Israël. Et quand quelqu'un me dit, mais pourquoi les Américains s'obstinent à soutenir Israël? Je dis, il y a deux raisons. Le lobby juif ne fait que 2% de la population américaine, mais contrôle 45% de l'économie. Dans un pays capitaliste, quand vous contrôlez l'économie, vous contrôlez la vie politique. Deuxième chose, Israël permet aux États-Unis d'avoir une présence dans la région et défendre ses intérêts. C'est bon? Donc on a dit, problème de retour des réfugiés, passivité de l'ONU, statut particulier de Jérusalem. Vous dites Jérusalem, ville internationale avec les symboles musulmans, chrétiens et juifs, c'est ça? Il y a également, et surtout, la division du monde arabe. Mais les Arabes contrôlent presque 80% des richesses mondiales en pétrole et gaz naturel. S'ils étaient unis, ils pourraient faire basculer la position américaine, mais les Arabes sont divisés. Division du monde arabe. Cinquième, problème d'accès à l'eau du fleuve Jourdain. Et enfin, le rôle négatif des extrémistes. Il y a des extrémistes musulmans qui sont contre la paix. Quand un dirigeant arabe fait la paix, il l'exécute. Le cas de Sadat. Des extrémistes juifs qui sont contre la paix. Quand un dirigeant juif fait la paix. Quatrième question, on se dit montre l'intérêt ou la portée du texte.
l'intérêt historique ou la portée historique du texte. Quand je présente le texte et l'auteur. Quand je présente le texte, je présente trois choses. La nature du document. Est-ce un extrait? Est-ce un article de journal? Est-ce un discours? Est-ce une correspondance? Mais si j'écris le texte est extrait, le professeur Barre, c'est faux. Je dis le texte est un extrait. Attention, parce que si vous dites le texte est extrait, là, extrait est un participe passé employé comme adjectif. Après un verbe d'état, ça devient un attribut du sujet. Et, alors que le texte est un extrait, là, extrait est un substantif. Ce texte est un, mais pas un extrait. Est un extrait tiré de. Alors, quand je donne la nature, je donne la source tirée de et je donne la date. Voilà les trois choses qu'on dit dans une présentation. Et pourtant, toutes les informations sont en bas de texte, mais les élèves ne les voient pas. Quand je présente l'auteur, nom, prénom, la nationalité, profession, et je parle d'un événement auquel son nom est associé dans l'histoire mondiale. Kennedy, par exemple, j'ai dit John Fitzgerald Kennedy, né en 1917, mort en 1963, 35e président des États-Unis, c'est ça? Et j'ai dit, c'est l'homme qui a été le principal acteur de la crise des fusées de Cuba, mais également il a effectué une visite à Berlin, où il a fait un discours où il dit « Ich bin in Berliner », je suis citoyen de Berlin, pour dénoncer la construction du mur. C'est ça? Voilà. Maintenant, contexte. Quand on me dit texte, contexte, je vais immédiatement titre leçon. Titre leçon, c'est le contexte général. Maintenant, contexte particulier, la leçon est divisée en plusieurs parties. Et à l'intérieur de ces différentes parties, vous allez essayer de relever les parties. Est-ce que c'est la puissance pacifique? Est-ce que c'est la guerre fraîche? Alors je dis contexte général, titre la leçon. Décolonisation au Maghreb, au Moyen-Orient, contexte particulier, crise des fusées de Cuba. D'accord? Faut vous dire. Analyse. On vous demande d'analyser un passage. Je le lis. Je souligne des mots-clés et j'analyse en fonction de mes compétences historiques. Maintenant, intérêt. Là, les élèves se perdent beaucoup entre intérêt et portée. Intérêt, c'est le nombre de thèmes que le texte développe. Intérêt, portée, pardon. Quelles sont ou bien quelle est la portée historique de l'événement ou des événements sur le futur, sur l'évolution des relations internationales après. Et quand on me dit par exemple un texte sur la crise des fusées et on me dit présente la portée historique, je dis ce texte est d'une haute portée historique car à la suite de cet événement, le monde évolue vers des perspectives de paix et de rapprochement, notamment avec la création d'une ligne téléphonique qu'on appelle le téléphone. Donc ça, on quitte une crise, on évolue vers la paix. Mais quand on me donne un texte, qui me parle de relations Est-Ouest, de désarmement, de décolonisation et de tiers-monde, et on me dit intérêt, je dis, ce texte est d'un grand intérêt historique, car il développe plusieurs thèmes. Il me parle de désarmement, et je cite, de relations Est-Ouest, de décolonisation, mais aussi d'émergence du tiers-monde. Et quand on me donne un texte, on me dit par exemple, quels sont les 4 territoires qui symbolisent la bipolarisation? Je vais dire, l'intérêt historique de ce texte se situe au niveau de l'Allemagne, divisée en deux, la Corée, divisée en deux, la Chine, divisée en deux, le Vietnam, divisé en deux. Mais 2 de ces territoires ont été réunifiés. L'Allemagne de manière pacifique, le Vietnam de manière violente, mais 2 pays restent encore divisés, la Corée et la Chine. C'est bon? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je prends compte de